The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. La sesión del Tribunal Penal Internacional for ex-Yugoslavia est ouverte. Please be seated. Good afternoon to everybody. Le président, bonjour à toutes et à tous, à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Soyez les bienvenus après les vacances judiciaires de l'été. Monsieur le greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît. Le greffier d'audience. Bonjour, monsieur le président. Madame, monsieur le juge, affaire IT 05 88 2T, le procureur contre Zdravko Tolimir. Le président, je vous remercie. Je demande aux parties de se présenter puisque nous abordons une journée, une semaine particulière. L'accusation, pour commencer, Monsieur McCloskey. Bonjour, Monsieur le Président. Peter McCloskey et Janet Stewart pour l'accusation. Le président, je vous remercie. La défense, je vois que Monsieur Tolimir est là. Monsieur Tolimir, je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à toutes les personnes présentes. Je vous souhaite beaucoup de succès dans les travaux qui sont devant nous et je souhaite que ce soit la volonté de Dieu qui décide de l'issue de cette affaire. Je suis présent ici, moi-même, ainsi que Monsieur Alexandre Gaïch, qui est ici avec moi. Encore une fois, merci. Le président, je vous remercie. C'est notre première audience depuis le 21 février dernier. Nous nous sommes réunis pour entendre les réquisitoires et les plaidoiries en l'espèce. L'accusation et l'accusé ont déposé leur mémoire en clôture le 11 juin 2012 et je voudrais très brièvement passer à huis clos partiel, s'il vous plaît. Le greffier d'audience, nous sommes revenus en audience publique. Merci. Le président, merci. Le président, les deux mémoires en clôture des parties ont été traduits de manière urgente vendredi, le 20 juillet, comme cela avait été demandé par la Chambre. Je tiens à remercier à cet égard la section traduction, le CLSS, d'avoir déployé des efforts tout à fait particuliers afin de faire en sorte que les traductions soient terminées avant les vacances judiciaires. Je rappelle que l'accusation s'exprimera aujourd'hui dans le cadre de son réquisitoire et que la défense prendra la parole pour sa plaidoirie demain. Jeudi, les deux parties auront la possibilité de répliquer pendant les 30 minutes qui leur seront imparties à chacune. Ce matin, nous avons reçu dans le cadre d'une communication informelle l'information, ou plutôt nous avons informé les parties de l'état de 15 pièces à conviction qui, pour l'instant, ont été marquées pour identification. Et je demanderai aux parties donc d'être prêtes à résoudre la question, les questions administratives qui restent en suspens jeudi, après que nous ayons entendu leurs propos en clôture. Monsieur McCloskey, je tiens à préciser, avant que vous n'ayez pris la parole, que vous avez besoin de terminer d'ici à la fin de l'audience d'aujourd'hui. N'oubliez pas cela, s'il vous plaît. Vous avez la parole, Monsieur McCloskey. Merci, Monsieur le Président. Pour commencer, je tiens à dire que cela a été un honneur pour moi de pouvoir intervenir ici devant cette Chambre. J'ai été très impressionnée par votre professionnalisme. Je dois vous dire que dans la mesure où cela peut s'exprimer dans ces termes, que cela a été un plaisir de travailler devant cette Chambre. Ce procès a été un long procès, mais vous nous avez donné la possibilité, tant à l'accusation qu'à la défense, de présenter l'ensemble de nos moyens. Vous ne nous avez pas précipités et je dois vous dire à quel point nous vous en savons gré. Et je tiens à remercier l'équipe de la défense
Présidence, M. Gaïch et son équipe, le personnel de cette Chambre, et en particulier les interprètes, ainsi que mon équipe, Nelson Tayer, qui n'est pas présent ici, Rupert Elderkin, Aber Hassan, Kweku Van Der Poel et Jeannette Stewart. Alors aujourd'hui, pendant un tiers de mon temps, je me focaliserai sur la contribution significative du général Tolimir à l'entreprise criminelle commune meurtrière, à l'opération meurtrière, comme nous l'appelons. Monsieur Van Der Poel prendra un tiers du temps qui nous est imparti pour évoquer la responsabilité du général Tolimir par rapport à ce qui lui est imputé eu égard au transfert forcé. Et puis enfin, ce sont M. Rupert Elderkin et Aber Hassan qui se partageront le dernier tiers. M. Elderkin vous parlera de meurtre opportuniste et M. Hassan de l'impact sur les victimes et sur le lien qu'il y a entre cela et le génocide. Donc je vais essayer de ne pas répéter ce que nous avons exposé dans notre mémoire. Je souhaite réagir face à certains arguments de la défense, mais j'espère pouvoir m'exprimer de manière bien ciblée en l'espace d'une heure et demie, essayer d'évoquer les contributions les plus importantes du général Tolimir. Alors, à partir du 13 juillet jusqu'au 16 juillet, et même au-delà de ces dates, la VRS a exécuté de manière sommaire plus de 7000 hommes et garçons de Srebrenica. Ce crime horrible a été ordonné par Ratko Mladic et Radovan Karadzic et a été exécuté par des éléments faisant partie de l'état-major principal, les forces du corps de la Drina et les forces de plusieurs brigades du corps de la Drina. Vous connaissez les noms de l'ensemble de ces forces et je ne vais pas reprendre leur libellé ici. L'opération meurtrière, l'entreprise criminelle commune afin de tuer les hommes et les garçons de Srebrenica a été organisée et supervisée et elle a été mise en œuvre par l'administration du renseignement et de sécurité de l'état-major principal dirigé par général Tolimir en personne, qui a organisé, supervisé et mis en œuvre cette opération sur le terrain, qui a été plutôt ce que j'interprète, organisée, supervisée et mise en œuvre sur le terrain par son chef de sécurité, le colonel Beara. Sur le terrain, Beara s'est fait aider par le chef du renseignement, le colonel Salapura, et par l'officier colonel Jankovic. La sécurité de l'état-major a travaillé de manière très étroite avec la branche chargée de la sécurité du corps de la Drina, en particulier avec le colonel Vujadin Popovic, de concert avec les unités de sécurité des brigades de Bratunac et Zvornik, Drago Nikolic et Milorad Torbic de Zvornik. L'opération meurtrière a été conduite et mise en œuvre avec une discipline exceptionnelle, organisation et efficacité exceptionnelle. En 4 jours, la VRS a tué une partie énorme de la population serbe, à savoir ces hommes et ces garçons. Et cela a été en grande partie dû à l'expérience, à l'efficacité et à la brutalité de la branche de sécurité, ainsi qu'à leur travail de concert avec les commandants qui ont exécuté cela. Le général Tolimir doit être tenu responsable puisqu'il était à la tête de ce groupe meurtrier. L'opération a été menée dans la tradition du commandement militaire, conformément aux principes de la VRS, et la chaîne de commandement a été strictement respectée. Sans qu'il y ait eu ces organisations militaires travaillant de concert, comme ils l'ont fait pendant toute la guerre, sans qu'il y ait eu cette discipline et cette chaîne de commandement solide, la VRS n'aurait pas pu tuer plus de 7000 hommes et garçons musulmans en 4 jours seulement. Il y a eu respect de la chaîne de commandement et de la discipline militaire, et c'est ce qui a permis la commission de ce crime terrible d'une manière aussi rapide et efficace. Le fait que la VRS est restée disciplinée et organisée
organisée, qu'elle a respecté les procédures de la chaîne de commandement est le fondement essentiel qui a permis, à la lumière duquel ce que j'interprète, les éléments de preuve doivent être examinés. Cela ne remet pas en cause l'obligation qui est celle de l'accusation de démontrer au-delà de tout doute raisonnable les contributions du général Tolémire. Mais à partir du moment où nous aurons vu comment cela a fonctionné, comment les gens ont exécuté leurs tâches, cela vous montrera que les fondements sont très solides qui vous permettront d'examiner l'ensemble des éléments de preuve. Bien entendu, la défense sait parfaitement que cette chaîne de commandement qui fonctionnait bien, en fait, mine leur argument, l'argument de la défense, et qui leur montre bien qu'ils doivent attaquer cela. Donc, premièrement, c'est ce qu'ils font lorsqu'ils citent M. Butler, qui précise la position de manière très claire. Le 8 juillet, il dit « Le fait que les militaires ont reçu un ordre d'exécuter une opération illégale ne signifie pas qu'ils vont le faire de manière qui ne soit pas militaire. Une organisation militaire est exactement cela. C'est une organisation. Elle respecte une structure et une hiérarchie bien définie. » Et puis il continue. Indépendamment de leur participation à des actes illégaux, ceux dont le commandant a besoin sont en fait des professionnels militaires, des militaires de carrière qui sont capables de déployer certaines activités dans le cadre d'une organisation militaire. Fin de citation. Et puis dans la suite, M. Butler a expliqué la responsabilité du général Tolémire et celle de l'état-major dans l'exécution de leurs tâches et a établi un lien entre cela et les crimes, comme nous l'avons fait dans notre mémoire. La défense conteste la déposition de M. Butler et dit que cela ne s'est pas produit. Dans leur mémoire, ils disent que pour que la VRS ait commis un meurtre en masse, eh bien, normalement, il y aurait eu un écart par rapport à leur pratique au niveau de la chaîne de commandement. Eh bien, ils disent qu'aucun écart n'a été démontré. Et honnêtement, je dois dire que nous non plus, nous ne constatons pas l'existence d'écart. Ce n'est pas ce que prouvent les éléments de preuve. Et c'est la raison pour laquelle nous avons passé autant de temps à nous pencher sur la procédure, le règlement, les documents, pour que vous voyiez que cela a fonctionné comme cela devait fonctionner. Le seul écart que nous voyons, eh bien, c'est que au lieu de s'occuper des prisonniers qui ont été placés entre leurs mains, comme ils auraient dû, en garantissant leur sécurité, en les transportant au camp de prisonniers de Batkovic, eh bien, ils les ont livrés au champ d'exécution, site d'exécution d'Orachovac et Petkovic, ainsi qu'à d'autres endroits où ils ont été sommairement exécutés par les pelotons d'exécution, de manière systématique et organisée. Alors, la seule chose que la défense nous dit là-dessus, c'est que le général Tolémire s'est trouvé à Gépa à ce moment-là. Mais cela ne constitue absolument pas un écart. Peut-être est-ce que cela devrait nous permettre d'en déduire que, puisqu'il était à Gépa, d'une certaine manière, il n'a pas participé à l'événement. Mais bien sûr, vous savez que Gépa se situe sur le territoire de la zone de responsabilité du corps de la Drinas, très près, et très lié aux événements de Srebrenica. Et le général Tolémire, pendant toute la durée de son séjour là-bas, était autant en charge qu'il pouvait l'être. Donc, de toute évidence, il était responsable des événements qui étaient en train de se dérouler au sein de l'état-major, et sa responsabilité est tout à fait claire pendant qu'il est à Gépa. Donc, dire simplement qu'il se trouve à Gépa ne constitue pas une véritable défense. Et dire qu'il ne participe pas aux événements de Srebrenica représente de manière erronée tout simplement les faits. Bien entendu, nous allons le voir, il écrit constamment, il formule des propositions au sujet des événements de Srebrenica et des prisonniers, et il reçoit des informations là-dessus pendant qu'il est là.
Peut-être qu'il y a une autre défense que nous n'avons pas véritablement entendue, à savoir que d'une certaine manière, Tolimir aurait été écarté par Mladic pour une raison ou une autre. Mais nous ne savons pas pourquoi. Tout ce que nous savons, que c'était un stratège brillant, quelqu'un qui était très appliqué, qui connaissait son travail mieux que tout autre. Et l'opération meurtrière de Srebrenica était un des aspects les plus importants de cette guerre. Donc, quelque chose qui pouvait modifier la nature de cette guerre. Donc, Mladic avait besoin de son meilleur élément pour prendre part à cela. Pourquoi est-ce qu'il aurait écarté Tolimir? D'ailleurs, ils ne le disent pas. C'est ce que je propose comme une défense possible. Mais il n'y a pas de raison qu'il ait fait cela. Et puis, il serait un homme intègre, un croyant. Est-ce que c'est cela qui l'empêcherait de prendre part à des meurtres en masse? Est-ce que c'est pour cela qu'il aurait été écarté? Cela n'est dit nulle part, mais nous avons un document qui réfute cette défense éventuelle. Il porte sur la responsabilité criminelle. C'est un document qui a été rédigé par le général Tolimir et qui nous montre jusqu'où il est prêt à s'engager. P488 est la cote de cette pièce à conviction. C'est un des rares documents que je vais vous inviter à examiner. C'est le document qui porte la date du 21 juillet 1995. Nous sommes au milieu de l'attaque contre JEPA, quelques jours avant que la population de JEPA ne soit forcée à partir. Les forces de JEPA se défendent, résistent dans ce terrain assez phénoménal. Vous l'avez vu, très accidenté. Il est très difficile d'accès pour la VRS. Et il est près de Rogatica. Il est stationné près de Rogatica à ce moment, près de la brigade de Rogatica. Et c'est de là que Tolimir envoie cette proposition en personne au général Miletic, qui est le chef des opérations et qui, de toute évidence, est capable de communiquer avec Mladic et les autres. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous pencher sur les 3 premiers paragraphes, et puis où nous avons que l'information, et puis Tolimir continue en disant: nous pensons que ça nous serait plus favorable d'engager des négociations directes après avoir infligé des pertes aux militaires dans les rangs ennemis. Nous exigeons de disposer de moyens pour écraser la défense de l'ennemi dans les secteurs de Brezova Ravna et Putrici. Des négociations d'un point de vue de la puissance militaire, c'est tout à fait correct. Et puis dans la suite, il dit: la meilleure façon de les détruire serait de se servir d'armes chimiques ou de grenades et de bombes air-sol. Et puis, ça continue jusqu'à la chute de JEPA et la reddition des musulmans. Alors, nous avons beaucoup parlé de ces armes chimiques. Nous savons qu'il s'agit de gaz de combat qui peuvent être utilisés contre les forces, mais ce n'est pas véritablement de cela que je voudrais parler et qui me préoccupe. Il est de gaz lacrymogène, correction de l'interprète, remplacer gaz de combat par gaz lacrymogène. Donc, il est prêt à utiliser des explosifs qui explosent
dans l'air et qui peuvent forcer les gens à quitter ces zones. Si vous vous rappelez la déposition de M. Butler, et il dit que ce serait la meilleure façon, en fait, de battre cette armée. Et puis, nous arrivons à cette partie qui m'intéresse. Nous pensons que nous pourrions forcer les musulmans à se rendre plus rapidement si on détruisait les groupes de réfugiés musulmans qui s'enfuient depuis Stublic, Radava et Bolochka Planina. Donc, ce qui fait valoir ici, c'est que les réfugiés des civils devraient être détruits afin que l'armée se rende plus rapidement. Donc, c'est une proposition criminelle froidement calculée et mal intentionnée, vicieuse. Et là, nous n'avons pas de problème de traduction. J'ai demandé au général Obradovic ce qui en est et il a dit qu'il a été question de cela, d'attaque contre des civils. Donc, et pour la première fois, à ce moment-là, il a dit que c'était peut-être une désinformation, que ça pouvait faire partie d'une campagne de désinformation afin de faire peur à l'ennemi et que cela n'a pas pu se faire. Parce qu'il a été question donc de ces armes chimiques que le général Kostic en a été informé directement. Donc c'est un document réel. Le général Tolemir n'a pas adopté cette idée comme quoi il s'agissait d'une désinformation. Donc il n'y a rien qui nous permet de penser qu'il s'agit d'une désinformation. Simplement, le général Tolemir fait ce qu'il pense être nécessaire afin d'atteindre l'objectif. Donc battre les musulmans et faire sortir la population de Jepa. Donc il est prêt à faire ce que Mladic lui demande de faire et il est prêt à déployer les moyens qu'il faut pour le faire. Et une des raisons que nous soyons ici, c'est qu'il s'agit du XXe siècle, de civils qui sont pris pour cible à une grande échelle et que c'était une pratique généralement répandue qui a été déployée pour assujettir des pays entiers. Et le général Tolemir a essayé de faire cela. Et je ne sais pas si cela a eu lieu, je ne sais pas s'il y a eu des obus qui sont tombés sur des civils là-bas, mais le fait est qu'il est capable de prendre pour cible des civils, des femmes, des enfants, et que cela nous montre clairement qu'il est capable de se mettre à la tête d'une opération meurtrière cherchant à tuer des hommes valides de Srebrenica. Il n'y a rien de nous permettre de penser que Tolemir agit en dehors de la chaîne de commandement. C'est l'homme qui va se charger que le travail soit fait. Et il va faire il va se doter de moyens lui permettant d'arriver à cela. Alors, voyons maintenant les détails de sa participation. Donc, nous avons des moyens militaires, diplomatiques, académiques, juridiques ou tout autre qui doivent être mis en action dans des situations de crise. La planification, la prise de décision peuvent être très importantes, des moments très intenses de ces activités-là. Et c'est là que la communication s'avère vitale à des moments comme ça. Et c'est aussi ce que nous voyons, à savoir des moments critiques où la VRS pourrait connaître des moments de faiblesse. Et alors, j'ai partagé l'espèce en 10 phases de manière un peu approximative, de manière chronologique, et je vais aborder chacune de ces phases sous l'angle de la participation du général Tolemir, respectivement. Donc la première phase est celle du 11 et 12 juillet, lorsque nous avons la possibilité de la VRS de capturer de très grand nombre de musulmans, d'hommes et garçons de Potocari, et puis cette même situation le 12 juillet, donc de capturer les musulmans qui prennent la fuite dans les bois. Alors, est-ce que le général Tolemir participe à cette phase importante
avant la décision de tuer les hommes de Potocari. Donc, premièrement, voyons quelles sont les responsabilités qu'entraîne son poste, capturer de grandes quantités de prisonniers, les interroger, s'occuper d'eux, les transporter en toute sécurité. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à la description de ses fonctions? Bien sûr que si, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes occupés autant de la police militaire, les questions de sécurité, la responsabilité de la police militaire. Nous avons vu le document de Popovic, de Beara, même Tolimir sur la police militaire. Et puis aussi, nous avons passé beaucoup de temps avec M. Butler là-dessus. Donc non seulement cela fait partie de son poste jusqu'au 11 juillet 1995, en fait, il ne fait que ça. Pour un très grand nombre de prisonniers potentiels. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y participe. Donc, que fait-il en réalité? Dans la soirée du 11 juillet, c'est ce que nous savons de la bouche de Momir Nikolic et de la réalité de la situation. Nous savons que des milliers de musulmans valides pouvaient être vus depuis les positions de la VRS. Et le long du renseignement, c'est quelque chose dont on informe. Alors, ce sont des hommes qui, par la suite, 2 jours après, ont été séparés. Est-ce que Tolimir en était informé? Tout à fait. Comment est-ce que nous le savons? Nous le savons parce que le 12 juillet, donc le lendemain, il s'est rendu en voiture jusqu'à Bielina, où il y a rencontré Todorovic, l'officier de sécurité du corps de la Bosnie orientale, et il a organisé l'accueil de quelques 1000 à 1200 prisonniers à Batkovic. Et cela, nous l'avons appris de la bouche de Todorovic. Nous le savons également car le chauffeur de Tolimir nous l'a dit. Donc il est absolument indubitable qu'à ce moment-là, Tolimir était conscient de l'existence de ces 1000 personnes avant qu'elles ne soient arrêtées et séparées. Et puis le 12, toujours, nous savons que l'armée et les civils se sont enfuis en passant par les bois. Et nous savons que la VRS était particulièrement bien informée, que la plupart d'entre eux se dirigeaient vers Tchertska pour ensuite se rendre vers Tuzla. Est-ce que le général Tolimir le savait? Eh bien, tout à fait. Nous le savions absolument. Nous le savons parce qu'il revient. Il revient de Bielina pendant la soirée du 12. Il s'arrête à Vlasenica, le QG du corps de la Drina. D'après, c'est ce que nous a dit son chauffeur. Et nous avons vu 2 documents rédigés par Tolimir qui émanent du QG. Dans ces 2 documents, il est question de ces groupes qui ont pris la fuite. Et il le dit, et je cite dans le premier, qui fait l'objet de la pièce P 2203, voilà ce qui est écrit. Empêcher les musulmans armés d'atteindre Tuzla de façon illicite et donner l'ordre de les arrêter. Bien entendu qu'il fallait qu'ils prennent des prisonniers. Dans l'autre document qu'il envoie, qui fait l'objet de la pièce D64, il parle du même sujet. Voilà ce qu'il dit, et je cite, « Empêcher le retrait des soldats ennemis ». Et puis ensuite, à la ligne suivante, « Les capturer ». Fin de la citation. Donc il est absolument et parfaitement informé de la présence de ces hommes à Potocari, de la présence des hommes dans les bois. Il sait qui a été capturé et qui ne l'a pas été à ce moment-là. Donc, et c'est à ce moment-là que Popovic envoie un rapport au corps de la Drina pour indiquer qu'ils les ont détenus, qu'ils ont séparé les hommes et Tolimir Tolimir a dû voir ce document. Et puis dans le même document que je viens de mentionner, nous pouvons voir en fait qu'il est parfaitement informé du fait que les hommes ont été séparés et gardés, détenus, parce qu'il est question, en fait, il parle de la capture d'hommes dans une colonne. Et voilà ce qui est écrit. Prenez le nom de tous ces hommes, des hommes en âge de porter les armes, qui seront évacués, qui sont évacués plutôt à partir de la base de la Fort Pronu à Potocari. Fin de la citation. Donc cela signifie qu'il était
parfaitement conscients du fait que les hommes étaient séparés, qu'ils avaient été détenus. Il n'y a aucune raison de consigner les noms de ces hommes s'il s'agit d'hommes qui vont tout simplement être envoyés à Kladagne. Ça ne sert à rien. Cela n'aurait servi à rien de consigner leurs noms. Les hommes, donc, s'ils vont à Kladagne, ils rentrent en Bosnie-Herzégovine et les noms n'ont plus aucune signification. Ce n'est que si vous souhaitez garder ces hommes et opérer un tri pour déterminer leur sort par rapport aux sources de renseignement, pour déterminer s'il s'agit de criminels de guerre, pour déterminer s'il s'agit de militaires qui pourront peut-être faire l'objet d'échanges. Ce n'est que dans ce cas-là qu'il faut consigner les noms de ces hommes. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous parler de la phase suivante, à savoir ce qu'ils savaient des opérations de meurtre, ce qui est une phase critique en fait de mon intervention, car il s'agit de la décision de tuer environ 1000 hommes musulmans qui se trouvaient à Potocari. Il n'y a absolument aucun élément de preuve qui a été présenté suivant lesquels le général Tolimir aurait été consulté avant que la décision ne soit prise. En fait, il a suggéré ou laissé entrevoir qu'il avait demandé que des listes soient dressées. Cela d'ailleurs ne correspond absolument pas à l'opération de meurtre parce que ainsi ce qui est créé, c'est les éléments de preuve relatifs à ce crime. Nous n'avons jamais vu les listes qui ont été dressées à propos de cette opération de meurtre, à l'exception de ce qui s'est passé à Nova Kasaba lorsque Mladic est arrivé et a empêché ou a mis un terme en fait à cette liste, si vous en souvenez. Mais à Potocari, en présence de Mladic, en présence de Popovic, aucune liste n'a été établie. Donc c'est une indication que le 12 juillet, Tolimir, en fait, n'était pas intéressé ou ne participait pas à cela. Lui, il était en route vers Bielina et la seule chose que nous avons appris de l'expert Radko Serbic, qui n'est pas tout à fait absolument saugrenu, et que pour toute opération, il était absolument essentiel de garder la confidentialité autant que faire se peut pour que l'opération puisse être couronnée de succès. Donc Mladic et ses hommes à Bratunac se trouvent à Bratunac et ils n'ont pas été en mesure d'arrêter les personnes qui viennent de Potocari. Je ne pense pas qu'ils aient contacté Tolimir. Donc nous voyons en fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de participation ou d'implication de la part de Tolimir. Mais cela est important pour vos délibérations, car il va falloir que vous déterminiez, que vous établissiez si la décision de tuer ces hommes à Potocari a bel et bien été prise. Et vous vous souviendrez en fait que l'accusation a toujours indiqué que cela s'était passé pendant la nuit, tard dans la nuit du 11 juillet, au moment où Mladic, Krstic, Zivanovic et Popovic se trouvaient ensemble à l'hôtel Fontana. C'est là qu'ils ont appris la présence de ces hommes et avant la réunion de 22 heures, Mladic a annoncé qu'un tri serait opéré pour ce qui était des hommes dont l'âge était compris entre 16 et 70 ans et qui se trouvaient à Potocari. Donc, lors de la réunion du matin, à 10 heures du matin, et non pas à 22 heures, correction d'interprète, lorsque Mladic indique que les hommes dont l'âge est compris entre 16 et 70 ans doivent faire l'objet d'un tri, Mladic a pris une décision à propos du sort de ces hommes. Et quelle était cette décision? Eh bien, si nous rappelons de la déposition de Momir Nikolic, elle est très claire. Popovic, après la réunion, lui dit de commencer le processus de séparation, d'identifier les zones où ces hommes pourront être tués. Nikolic donne le nom de Tiglané, la briquerie, il y a également la mine de sachets. Momir Nikolic il y a eu donc un accord de plaidoyer à propos de ces événements. Il faut savoir en fait que cela est important car il faut que cela soit corroboré pour que vous puissiez vous utiliser ces éléments pour vos délibérations. Mais pour corroborer ces éléments de preuve, vous pouvez prendre en considération tout
tous les éléments de preuve, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier de prendre en considération, c'est la briquerie de Tiglané. Regardez et prenez en considération le témoignage de Deronic, car d'après ce qu'il nous a dit, c'est là où Behara a essayé de tuer des personnes. Donc il n'est pas fortuit que Behara ait essayé et utilisé plutôt la briquerie et que Momir Nikolic s'est entendu dire qu'il fallait qu'il utilise la briquerie. Et puis quatrièmement, il y a un autre facteur qui va vous permettre de déterminer quand l'opération de meurtre a eu lieu. C'est le moment où Mladic indique qu'il va opérer un tri pour trier, pour faire un choix entre les criminels de guerre et les hommes. Mais en fait, Mladic a tout simplement menti. Il n'y a pas de tri qui est opéré, en tout cas pas de tri important. Ils n'ont même pas essayé de conserver les cartes d'identité. Les cartes d'identité ont été amoncelées et puis ensuite brûlées. Et si vous voulez opérer un tri, vous devez obtenir les cartes d'identité des hommes en question pour pouvoir identifier les hommes qui vous intéressent et ceux qui vont être libérés. Une fois qu'ils se rendent à Batkovic, ils vont être, leur nom va être pris par le CICR et ensuite vous allez perdre la trace de ces hommes. Donc si vous voulez véritablement opérer un tri et utiliser cela, c'est probablement la même chose d'ailleurs qui s'est passé à Palić, mais encore faut-il dresser des listes, interroger les personnes. Rien de tout cela ne s'est passé, ou en tout cas pas de façon importante. C'est un facteur qu'il va falloir que vous utilisiez et qui prouve en fait qu'il y a eu opération de meurtre et que cela a été décidé lors de l'après-midi du 12 juillet parce que nous n'avons pas vu de tri. Et qui plus est, ces hommes ont été traités moins bien que des animaux. Ils avaient à peine à boire, juste les quantités suffisantes pour ne pas mourir, aucune nourriture, pas de premiers soins. Ils ont été détenus dans des conditions absolument atroces. Leur sort a été pire que celui d'animaux, car personne ne traiterait un animal de cette façon. Très très visiblement, ils avaient déterminé que le sort qui leur était réservé était la mort. Alors ce qui nous amène à la phase critique suivante. Le 13 juillet, des milliers de prisonniers, au moins 1000, se trouvent sur la route qui va vers Kassava le matin. Il y a des hommes qui se sont rendus, cela nous le savons. Est-ce que Tolimir le savait? Est-ce qu'il le savait comme il le savait pour tous les groupes de prisonniers ou pour tous les prisonniers potentiels? Tout à fait. Et nous le savons en fait parce qu'il se trouve à Jepa le matin du 13. Et nous avons un document qui est maintenant devenu assez célèbre. Il s'agit du document P125. C'est le document qui a été rédigé par Savcic, où il est question d'une proposition faite par le général Tolimir. Le président, Monsieur McCloskey, je pense que ce document est un document confidentiel. Et je ne pense pas qu'il faille diffuser. Ah non, non, excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Non, non, non. Je vous ai induit en erreur. Poursuivez, Monsieur McCloskey, mais je vous remercie d'être aussi prudent. Donc, je disais donc au sujet de ce document que depuis le début, la défense a contesté l'authenticité de ce document. La défense a avancé qu'il s'agissait d'un faux. Ils l'ont dit dans leur mémoire préalable au procès. Ils l'ont répété pendant le procès. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, réitéré dans la mémoire de clôture. Ils avancent qu'il s'agit d'un faux. Mais voyons ce dont il s'agit. Nous savons, d'après le témoignage du général Savcic, que lui ainsi que M. Tolimir se trouvaient à Boriquet ce matin-là et qu'ils ont parlé avec Malinic à propos de qui se trouvait à Kassava. Nous avons des conversations interceptées à ce sujet et il y a eu une discussion entre Tolimir et Savcic en dépit du fait que pour Jepa, ils vont commencer le 14 et Tolimir est absolument informé. Nous avons reçu des informations détaillées à ce sujet. Nous en sommes conscients de cela. Nous en sommes informés. Alors, lorsque vous voyez un document de M. Tolimir, n'oublions pas qu'il s'agit d'informations de base qu'il a reçus. Il ne s'agit pas de documents qui sont envoyés seulement dans un seul sens. Mais regardons les informations dont il dispose. Regardons la proposition. Elle est destinée au commandant de l'état-major principal, M. Mladic. Et à titre d'information, elle est également destinée au général Gvero et au commandant de la police militaire qui était Malinic. Il est intitulé ordre. Donc il s'agit d'un ordre. Et il s'agit en fait de documents
d'éléments factuels à propos des milliers de membres de l'ancienne 28e division qui se trouvent dans la zone de Kasaba et qui sont placés sous le contrôle du bataillon de la police militaire du 65e bataillon de l'état-major principal. Et voilà ce que Savtic dit, et je cite... commandant assistant chargé de la sécurité et du renseignement de la VRS, où le commandant assistant chargé de la sécurité et du renseignement de la VRS propose les mesures suivantes. Fin de la citation. Vous avez ensuite 4 propositions qui sont toutes considérées comme extrêmement confidentielles. Donc, bon, il est tout à fait normal d'ailleurs de dissimuler une opération qui est en cours. Mais ce qui est considéré comme anormal, c'est justement la 4e proposition. Je cite, à partir du moment où le commandant du bataillon de la police militaire reçoit cet ordre, il contactera le général Militic et il recevra de sa part des ordres supplémentaires et vérifiera si la proposition a été approuvée par le commandant de l'état-major. Ah non, excusez-moi, je voulais vous citer la troisième proposition. Je cite à nouveau, le commandant du bataillon de la police militaire prendra les mesures nécessaires pour ôter de la route qui relie Milicia Zvornik, les prisonniers de guerre, pour les placer à l'intérieur de bâtiments, dans une zone protégée de toute observation à partir du sol ou de l'air. Fin de la citation. Alors, ce que nous dit Zvatic, c'est qu'en fait, les seules personnes qui avaient accès par voie aérienne à ce moment-là, pendant la journée, c'était l'OTAN. Donc, il s'agit d'une tentative absolument délibérée pour dissimuler ces grands groupes de prisonniers à l'OTAN. Et pourquoi est-ce qu'il souhaitait le faire? Mladic a indiqué à Nesib Mandic un peu plus tôt qu'ils avaient le choix de se rendre s'ils voulaient survivre, sinon ils allaient être exterminés ou disparaître. Et cela est tout à fait conforme à l'ordre de Mladic de les faire disparaître. Nous avons demandé à Savtic de nous fournir une interprétation de ce document. Il n'a pas dit qu'il s'agissait d'un document authentique, il n'a pas dit qu'il ne l'était pas non plus, mais dans un premier temps, il a fourni cette explication. Eh bien, nous étions préoccupés parce que nous demandions ce que l'OTAN aurait pensé de ce grand groupe de personnes et qu'ils auraient pensé en fait qu'il s'agissait de Serbes et les auraient bombardés. C'est tout à fait absurde parce que le général Savtic savait pertinemment qu'il s'agissait d'un document à charge et lorsque on lui pose des questions, il essaie de dissimuler la vérité. C'est exactement ce que le général Tolimir a essayé de faire lorsqu'il indique qu'il s'agit d'un faux. Car s'il s'agit tout simplement d'un document dans lequel il est question de garder des secrets militaires, pourquoi est-ce que cela n'a pas été dit plus tôt et fréquemment par Savtic, par Tolimir, par toute autre personne? Mais ce n'est pas le cas. La seule chose que nous avons dans leur mémoire de clôture, c'est si vous ne pensez pas qu'il s'agit d'un faux, de toute façon, ce document n'a aucun sens et n'a aucune signification. Il n'y a absolument rien à reprocher à ce document. Vous ne pouvez pas réitérer à maintes reprises qu'un document est un faux pour ensuite faire fi d'un élément de preuve capital du soldat Danko Gojkovic qui a reconnu son écriture et qui a bien dit que c'était le type de document qu'ils envoyaient. Nous avons trouvé un autre document dans ce jeu de documents qui avait été dactylographié par la même machine à écrire. Donc, il se trouve que quelqu'un a fabriqué 2 faux documents et les a placés dans le jeu de documents, des documents du corps de la Drina, pour que finalement nous nous rendions compte qu'il s'agit bel et bien de faux. Enfin, c'est tout à fait absurde et cela est tout à fait conforme aux théories du complot et d'allégations erronées avancées à maintes reprises par la défense. Ce document donc est une proposition, il est une contribution importante à l'opération de meurtre. Il s'agit de garder le secret. Et tous les facteurs, en fait, convergent vers cette conclusion. Alors, vous vous souviendrez peut-être de ce que Butler a indiqué à propos de l'ordre émanant de Savtic. Alors, vous avez maintenant les 4 propositions de M. Tolimir. Je viens de vous donner lecture de la 3e proposition. De toute façon, comme nous l'a dit M. Butler, ce document correspond à un effort conjoint de M. Tolimir et de M. Savtic, dont le but était de cacher
ces prisonniers dans le cadre de l'opération de meurtre. Fort bien. Nous avons la deuxième contribution connue du général Tolimir, le 13 ou peut-être le 14, car en fait, c'est le moment où Tolimir se rend à Bielina pour les préparer à recevoir quelques 1000 à 1200 prisonniers. Et Todorić appelle Tolimir et lui dit « Mais où sont ces personnes ?» Dans un premier temps, il dit cela 24 heures après que Tolimir a pris des dispositions. Étant donné que Tolimir a pris ses dispositions le 12 ou peut-être le 13, donc cela nous donne la date du 13 ou du 14. Mais il est aussi clair que de l'eau de roche que Tolimir était informé. Il appelle Tolimir parce que les familles de ces personnes, il y a des membres de familles serbes qui sont en détention et qui veulent absolument qu'il y ait un échange de prisonniers. Vous vous souvenez que le commandant de Todorović est très préoccupé par cela. Mais vous ne prenez pas des mesures pour 1000 personnes pour ensuite passer 4 jours à vous demander quand est-ce qu'elles vont arriver. Donc il appelle Tolimir, il parle à Tolimir et Tolimir lui dit « Mais cela ne va pas se passer. Abandonnez tous les autres préparatifs. Nous avons abandonné cette idée. » Fin de la citation. Ce qui signifie que le général Tolimir sait que ces prisonniers ne vont plus se rendre au camp du CICR à Batković. Il doit être au courant de l'opération de meurtre. À ce moment-là, il est au courant de leur sort. Et souvenez-vous que Todorović appelle le 13, peut-être le 14. Donc, il a essayé de nous dire que c'était peut-être le 15. Mais Tolimir, manifestement, savait cela avant que Todorović ne l'appelle, parce que Tolimir était la personne qui devait s'occuper de les faire venir à Batković. Donc, on lui a dit, on l'a informé, il a participé à la prise de décision qui consistait à ne pas les envoyer à Batković. Et si vous vous souvenez, la décision d'envoyer ces personnes à Zvornik a été prise pendant l'après-midi ou la soirée du 13 juillet. En fait, le premier groupe s'est rendu le 13 juillet à Zvornik. Donc, au début de la soirée du 13 juillet, moment où la VRS a décidé d'envoyer ces personnes à Zvornik pour qu'elles y soient exécutées, il est absolument hors de question de penser qu'ils n'en ont pas parlé au général Tolimir, car cela faisait partie de ses prérogatives, de sa fonction, de faire en sorte qu'ils arrivent à Batković. Alors là, nous sommes... et il sait, on lui a dit qu'ils allaient être tués à Zvornik. Nous sommes maintenant pendant la soirée du 13 juillet. Il est absolument évident, il n'y a aucun doute que le général Tolimir était informé, il était toujours en communication avec les uns et les autres, et c'était toujours lui le responsable principal de la sécurité et du renseignement. Et il se trouve à Boriquet. Et donc, ensuite, vous avez la phase critique suivante. Et cela s'est passé un peu plus tard, ce même soir. D'abord, nous avons donc l'après-midi où ce millier de personnes arrivent. Ensuite, en soirée, pendant la soirée, d'après les conversations interceptées de la VRS, il y a quelques 5000 à 6000 personnes dans cette zone. Vous vous souvenez qu'ils ont commencé à tuer le 13 juillet dans la rivière Yadar, où il y a eu un peloton d'exécution et un bus rempli de personnes qui est arrivé, les personnes ayant été tuées d'ailleurs le long de la route. Ce ne sont pas des événements qui se produisent sans que le commandant soit informé et participe. Plus tard, vers 5 ou 5h30, il tue quelques 1000 personnes dans l'entrepôt de Kravica. Pendant cette soirée-là, il y a quelques 5000 à 6000, disons, personnes qui doivent être placées à l'intérieur de bâtiments. Les gens sont morts près de la rivière de Yadar. Ils gisent dans l'entrepôt de Kravica. Est-ce que Tolimir le sait? Est-ce qu'il sait qu'il y a des milliers de personnes qui vont arriver? Mais bien entendu qu'il le sait absolument. Nous le savons, nous aussi, qu'il le savait. Et souvenez-vous qu'ils ont essayé de tuer des gens à Yadar. Ils ont plutôt tué des personnes à Kravica. Mais nous avons encore quelques 6000 personnes qui se trouvent en chemin. Il y a présence du bataillon
bataillon néerlandais qui essaie toujours d'arriver à Kladagne. Vous avez Médecins sans frontières, les observateurs militaires des Nations Unies, le CICRR. Ces personnes se trouvent à Bratunac, à Potocari. Et là, l'attention du monde est concentrée sur cette zone. Bon, ils ont 5000 personnes. Ils doivent les faire sortir. Cela, nous le voyons. Et Deronic a essayé, en fait, de les arrêter. Beara, souvenez-vous, par exemple, de la conversation interceptée entre Deronic et Karadzic, où Karadzic lui dit mais il faut faire sortir ces personnes qui se trouvent dans les entrepôts. Il est évident et manifeste qu'il parle de milliers de personnes. Et puis finalement, il décide... au moment où Beara envoie Momir à Zvornik, de les faire aller à Zvornik. Et là, Tolimir également est partie prenante de cette décision critique sur la façon, sur le sort à accorder à ces quelques 6000 personnes qui sont en vie, qui sont encore en vie, parce qu'ils ne peuvent pas tous les tuer à Bratunac. Et bien sûr qu'il est informé, bien sûr qu'il est au courant, il est absolument informé du moindre déplacement de ces prisonniers. Et nous le savons, d'ailleurs la défense l'a accepté cela. J'en veux pour preuve le document que je vous montre maintenant. Il s'agit d'un document que je ne pense pas que vous ayez déjà vu. C'est un document du 13 juillet, en fin de soirée. C'est un document... Alors, vous vous souviendrez peut-être de l'officier de sécurité de Rogatica Karcic qui dit en fait que Tolimir lui a dicté certaines consignes. Et cela, ils ne peuvent pas l'appeler un faux. Il s'agit de la proposition de Tolimir de déplacer quelques 800 personnes de la zone de Kasaba vers Semoch pour que ces personnes puissent se livrer à des travaux agricoles. Vous avez entendu l'officier chargé de la logistique, monsieur Radjoulats, qui disait qu'il n'y avait pas de travaux agricoles dans cette zone, en tout cas il n'y en avait pas à faire à ce moment-là. C'était tout simplement une tentative de la part de Tolimir qui essaye de dissimuler ce qu'il a fait très fréquemment. Vous avez vu de nombreux documents. Je reviendrai sur le fameux document du mois de septembre où il critique la VRS qui n'a pas fait suffisamment de prisonniers alors qu'il sait pertinemment que tous les prisonniers ont déjà été détenus par le corps de la Drina. Il fait fi des conventions de Genève. En fait, il utilise sa fonction de sécurité interne pour essayer de dissimuler ses véritables intentions qui consistaient à déplacer dans le plus grand secret ces gens vers Rogatica pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de personnes à Bratunac ou qui se rendent à Bratunac et à Zvornik. En fait, ce document est adressé personnellement à Gvero. Et souvenez-vous qu'à ce moment-là, près de la rivière Yadar, il y a beaucoup de morts. À Kravica, il y a déjà beaucoup de morts. Il y a probablement une centaine de personnes qui sont mortes autour de l'école Vukaradzic et qui exécute tout cela. Beara, Salapura, Yankovic, Popovic, tous les responsables de la sécurité. Donc nous sommes toujours le 13 juillet, en fin de soirée, moment où Tolimir a envoyer ce document. Et là, il est tout à fait partie prenante. Et je ne serais pas surpris d'ailleurs si un de ces jours, nous trouvions un charnier dans cet endroit. Mais nous n'avons pas en fait d'éléments de preuve que cette proposition a été exécutée. Mais cela fait partie du plan. Cela fait partie du plan avec des officiers supérieurs qui font des propositions de faire certaines choses. Cela s'inscrit tout à fait dans le cadre de leur plan et de l'opération de meurtre. Alors que ces 800 personnes ont été tués ou non, je suppose qu'il sait en fait que les autres vont être tués et toutes les 800 personnes vont être exécutées. Alors bien entendu qu'il est informé, bien entendu qu'il est partie prenante et il écrit à ce sujet, il reçoit des informations. Alors quelle fut l'explication de la défense à ce sujet? En fait, il faisait tout simplement des efforts pour essayer de les loger. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kravica alors que ces gens ont vécu dans des conditions qui n'étaient même pas dignes d'animaux. C'est justement l'endroit où ils ont été entassés et massacrés. Tolimir obtient des renseignements de Karkic ou du commandant et voilà ce qu'il lit dans son mémoire. Mais non, il y a des maisons le long de cette route. Est-ce que 800 personnes vont pouvoir être logées dans ces maisons? Mais c'est tout à fait absurde. Je suis même surpris qu'ils aient tenté de présenter cette suggestion. Et il y a une autre, ou plutôt la phase critique suivante.
suivante. Donc, il y avait donc la soirée du 13 avec la décision qui a été prise. Tout le monde va se rendre à Zvornik. Et puis le lendemain, nous avons l'attaque de Gepa. Et c'est la première journée de l'attaque contre Gepa. Et Ptolimir est présent. Il se trouve, il était à Boriké, il a tout supervisé. Ptolimir n'est pas un commandant de combat. Personne n'a jamais d'ailleurs avancé cela, mais il est présent. Et quelle est la première mesure qu'il prend? Est-ce que cela a quoi que ce soit à voir avec Gepa? Absolument pas, mais plutôt avec Srebrenica. Il s'agit de la pièce P124. C'est un document qu'il a envoyé au corps de la Drina dans lequel il dit « Nous avons reçu des informations suivant lesquelles des avions sont en train de survoler les enclaves de Srebrenica, Gepa et Goražde. » Ensuite, je voudrais vous présenter la pièce P128 qu'il envoie à la brigade de Bratunac de Zvornik, à toutes les brigades du corps de la Drina. Il s'agit d'un ordre pour tirer sur cet avion dont il était question auparavant. Et que se passe-t-il autour de Srebrenica le matin du 14 Que savait Ptolimir du point de vue militaire? Nous savons que la brigade de Bratunac est dans les bois, qu'elle essaie d'assainir le terrain, de nettoyer, d'y trouver les musulmans qui s'y trouvent encore. Mais est-ce que cela peut être vu à partir des airs? Non, absolument pas. Les hommes sont en fuite et courent dans les bois. Mais ce qui se passe, il y a autre chose qui se passe. Il y a un énorme convoi de 5 à 6 000 hommes qui se prépare à partir vers Bratunac le matin du 14. Et le matin du 14, ils ont achevé les personnes qui se trouvaient dans l'entrepôt de Kravitsa. Ils y ont emmené des bulldozers. Ils ont écrasé les restes de ces personnes. Ils en ont fait un grand tas à Glogova. Vous l'avez vu vous-même, et vous avez vu en tout cas plutôt que cela pouvait être vu à partir des airs. Et bien entendu, nous savons que cela se passe à Zvornik ce jour-là, à Oraovac. C'est l'ordre de Ptolimir que de tirer sur cet avion parce qu'il sait qu'il y a eu ces meurtres, et en dépit du fait qu'il s'agit de la première journée de l'attaque contre Gepa, il est encore complètement concentré sur Srebrenica, car en fait, cela n'est que la pointe de l'iceberg. Quels sont les autres renseignements qu'il arrive à obtenir? Alors, au cours de cette période je dois simplement vous rappeler qu'il s'agit d'une période cruciale puisqu'il s'agissait en fait d'exécuter et d'enterrer des milliers de prisonniers le plus rapidement possible entre le 14 et le 16 juillet. Il donne un ordre, mais on n'entend pas grand-chose de lui après cela. Mais nous savons que Behara et Popovic et toute l'antenne chargée de la sécurité ainsi que Salapura organisent et mettent en œuvre les opérations de meurtre à Zvornik, Oraovac et Petkovci au cours de cette période. Il existe un document que je ne vais pas vous présenter. C'est une pièce à conviction à l'espèce qui montre tout le personnel qui travaillait pour les différentes antennes chargées de la sécurité et qui ont commis des crimes. Et Behara dirige ces opérations depuis la brigade de Zvornik au QG de Zvornik. Il y a Nikolic, il y a Terbic et Popovic, il y a Ptolimir qui est à la tête de tout ceci à Gepa. Et l'autre élément auquel je ne vais pas consacrer beaucoup de temps. Le 14, Ptolimir est aux transmissions et nous savons d'après les éléments de preuve, dès le 14 juillet, Salapura a rappelé l'officier de permanence et a laissé un message et que Drago et Behara devaient rendre compte à Golic. Et nous savons qui est Drago et nous savons qui est Behara, que Pavle Golic était chargé des transmissions et de l'opération de Vlesanica. Et Salapura ne pouvait pas transmettre des messages à Behara sans que Salapura ait été impliqué dans les opérations de meurtre. Et Behara et Drago, nous savons pour sûr qui ils sont. Et les renseignements se focalisent sur Golic à la brigade du corps de Drina qui est envoyée par la suite à l'état-major général et Ptolimir a accès aux informations, aux renseignements fournis à l'état-major général
tout le temps. Ceci est tout à fait clair. Il y a beaucoup de ces éléments qui ont été envoyés. Salapura dit ne pas se souvenir de cet appel, mais il ne le conteste pas. Il laisse entendre qu'il a reçu les renseignements de Mladic, mais que ceci aurait dû être transmis par l'état-major, à savoir Tolimir. Le soir du 14 juillet, la brigade de Zvornik reçoit un appel téléphonique et un message indiquant que Beara doit appeler le 155. Donc, le soir où toutes ces exécutions en masse se sont déroulées à Petkovci et à Oraovac, et on demande à quelqu'un d'appeler le 155. Vous vous souviendrez certainement du fait que le 155 est le numéro qui est repris par le centre des opérations au centre des transmissions, où on peut avoir accès à Boriké, à Rogatitsa, au poste de commandement avancé à Krivaché. Et il y a également des radios portables qui sont utilisées. Et c'est là que se trouve le centre des transmissions. Et si Beara doit rendre compte, bien évidemment, Beara est le subordonné de Tolimir. Tolimir laisse entendre que Beara est simplement, ou plutôt qu'il ne supervise pas commandant Beara, qu'il ne commande pas Beara, sans rien pour l'étayer. Et il fait fi des dépositions de Obradovic et de Milovanovic, qui établit clairement, puisque c'est le numéro 1 chargé de la sécurité, que Tolimir est le commandement de l'état-major, que Beara, Salapura, Yankovic sont les commandants et les assistants commandants. Ils ne sont pas des commandants militaires qui combattent, mais il s'agit de commandants qui doivent répondre aux ordres, qui sont responsables des hommes placés sous leurs ordres. Ils ne s'occupent absolument pas de cela. Peut-être que nous allons entendre parler de cela. Ils font cette conclusion assez téméraire, mais qui est complètement contredite par tous les autres éléments de preuve. Bien. Alors, au point 6. Les événements cruciaux qui se déroulent maintenant pendant la période qui va du 14 au 14 et 15 juillet. L'exécution de 1500 prisonniers à Pilitsa a été retardée. Ils ont dû passer les nuits du 14 et du 15 à Pilitsa sans pouvoir exécuter ces hommes. Souvenez-vous du fait que Beara est à la brigade de Zvornik. Il appelle Jivanovic et ensuite il appelle Kertic. Il demande à ce que des hommes soient envoyés au site des exécutions. C'est parce qu'ils souhaitaient tuer les gens à Oraovac le 14 et le soir du 15, ils ont tué les personnes à Petkovci. Dans la journée du 15, ils ont les gens à Rochevich et Kozluk. Mais pendant le 15, aucun de ces 1500 hommes qui se trouvaient dans l'école de Pilitsa et dans le dôme de Pilitsa n'ont été exécutés. Il s'agit du deuxième jour et les exécutions n'ont pas eu lieu et Beara est épuisé. Comme on peut le constater, pourquoi Beara n'appelle-t-il pas son commandant Tolimir? Tolimir n'est pas un commandant militaire, il ne contrôle pas les troupes. Tolimir peut téléphoner à Kertic et Mladic et dire voilà, le commandant a donné l'ordre et l'ordre doit être transmis, mais c'est plus facile pour Beara, qui se trouve dans la brigade de Zvornik, de se rendre directement au corps de la tribunal, demander à Jivanovic et Kertic, qui sont des commandants, qui ont le droit de commander les troupes. Mais bien sûr que Tolimir est tenu au courant de tout ceci. Mladic est à Belgrade. Et ceci a dû se passer ainsi et que 1500 personnes qui passent sans que ces hommes soient exécutés est quelque chose qui est connu. Et donc, il s'agit d'une situation fort difficile. Souvenez-vous que Pilitsa, qu'un représentant officiel vient se plaindre et dire que la brigade de Zvornik est chaotique. Et qui doit trouver une solution à ce problème? C'est le 10e détachement de sabotage, contrôlé par les services des renseignements Salapura, contrôlé par Tolimir. Et bien sûr que Tolimir a donné son accord pour que le 10e détachement de sabotage fasse ce qu'elles avaient à faire. C'est l'unité de Mladic, mais qui est contrôlée, qui est gérée par Tolimir. Mladic n'a pas le temps de gérer toutes ces unités. Mladic est à Belgrade. Bien sûr que Tolimir a été informé de tout ceci. Quelque chose d'aussi important devait certainement être porté à sa connaissance. Et le 10e détachement de sabotage représentait ces hommes. Et c'est eux qui ont été envoyés. C'est eux qui accomplissent cette tâche le 16.
Bien sûr, évidemment, le 16, l'état-major général donne l'ordre au corps de la Drina de poursuivre les exécutions à Pilica. Souvenez-vous du fait que nous avons une conversation téléphonique interceptée de Serovic, qui est sans doute l'officier de permanence du corps de la Drina, qui dit à Beara que Turkula, l'officier de l'état-major général chargé de l'artillerie, Turkula, était là simplement et souhaitait qu'il y ait un tri. Et le tri doit être opéré, le tri des prisonniers. Et ceci émane d'en haut. Et nous avons l'écoute téléphonique où Beara et Serovic s'appellent. Et Serovic dit à Beara, Beara ne dit, il ne faut pas en parler au téléphone. Et donc il y a Turkula qui vient de l'état-major général, le 16, qui vient dire au corps de la Drina d'aller s'assurer que ces prisonniers soient tués. Et Tolémir a accès à l'état-major général et à tous les renseignements. Je suis sûr même qu'il coordonne tous ces renseignements pour ses subordonnés pour le 16. Plus tard, dans la soirée, Tolémir va à Seigneur Reyak. Nous savons ceci du témoin Keserovic qui a donné une déclaration un peu plus tôt. Avant que de comprendre comment les choses allaient vraiment se dérouler. Tolémir était là, Mladic est là. Et d'après Keserovic, Tolémir lui conseille et il s'entretient avec Mladic de Soloa de réduire les tâches de Keserovic et d'aller commander ses troupes pour une opération de balayage à Bratunac le lendemain. Qu'est-ce que cela signifie? Que dans la soirée du 16 juillet, 7000 musulmans sont quasiment morts. Je suis sûr que des centaines sont en train encore de mourir suite à leurs blessures sur les champs de bataille. Et après le massacre dans le dôme de Pilica, mais Mladic et Tolémir sont là à Tchernia Rijeka. Et Tolémir, sans l'ombre d'un doute, fournissait les renseignements à Mladic. Il devait être au courant parce qu'il avait obtenu les renseignements de l'état-major principal, du centre des opérations du corps de la Drina, et il briefe Mladic, qui est une contribution significative à l'opération de meurtre. Et il renseigne Keserovic sur comment traiter Jankovic, qu'il connaît et qu'il sait être à Bratunac. Mais ce qui est encore plus important, Keserovic nous a dit « Tolémir m'a dit que Beara était dans la zone du corps de la Drina, dans l'entretien qui a été versé au dossier. Et Tolémir nous a dit que Beara se trouvait au QG du corps de la Drina. Donc Tolémir non seulement brief Keserovic sur ce qu'a fait Jankovic, mais le brief sur Beara également, l'homme dont ils ne veulent même pas parler, en fait, qui est un point scandaleux du mémoire en appel. Nous n'allons absolument pas parler de Beara. Et le fait que c'est un capitaine that Beara is in the heart of darkness in the Vlasenica Brigade on the key night of the 16th when people are dead and dying all over Pilica. And they're thinking de la marine. Et pour ce qui est des éléments de preuve directs, Tolémir sait que dans l'obscurité et dans la nuit, le 16, les gens sont en train de mourir à Pilica. Donc nous pensons à cela et à ces pauvres travailleurs de Médecins sans frontières. Nous allons en parler. Cela se trouve au paragraphe 7, ce qui a été fait après le 16 juillet. Que faire des hommes musulmans de Bratunac? Qui doit être exécuté, qui ne doit pas être exécuté? Je souhaite simplement vous rappeler des documents rédigés par Jankovic qui abordent ce problème. Que faire des hommes de MSF? Et une écoute scandaleuse au cours de laquelle Georgic parle ou est en contact avec les représentants de la communauté internationale et on dit est-ce qu'il s'agissait d'hommes valides? Mais oui, parce que vous connaissiez la procédure, vous saviez comment c'était, puisque vous étiez à Bratunac la veille. Et il y a un différend entre eux, et ensuite ça se termine, et ils disent attends que Tosho vienne, et ensuite Commanda va arriver. Et c'est la troisième référence à Tolémir qui va arriver, et ce en relation avec les hommes de MSF. Donc il parle de Tosho, le Tosho qui va venir incessamment sous peu. Encore une fois, ceci fait partie du plan, et heureusement que ces hommes de MSF
MSF n'ont pas été tués. Tolimir a été impliqué dans le plan et a été dans la conversation sur leur sort. Il ne faut pas les tuer parce que ceci doit rester confidentiel. Si vous tuez 15 hommes de MSF qui sont avec le bataillon néerlandais et le CICR, je crois que cela devient tout à fait évident dans ce cas. Et Tolimir a dit il faut mettre le couvercle là-dessus. Bien. Au point 8. Et il s'agissait de recevoir, transporter, de tuer 30 autres musulmans qui ont été capturés en Serbie et les renvoyer à Popović le 22 juillet. Vous vous souviendrez certainement des documents. Et les gens ont tenté de s'enfuir en Serbie. Ils ont été repris et ils sont revenus. Ils ont essayé de rester. Ils ont été transférés par la brigade de Bratunac et remis à Popović. Et le 23 juillet, Popović a fait venir le 10e détachement de sabotage et les a tués. Le 22 juillet, Popović a dit quelque chose d'assez inhabituel et de bête. Et il n'est pas sûr de lui. Et il appelle Tolimir directement sur une ligne non sécurisée. C'est parce qu'il y avait un cousin qui avait été fait prisonnier et il souhaitait s'adresser directement à Tolimir pour obtenir les informations là-dessus. Et au cours de cette conversation, il dit « Moi, je fais mon boulot. » Et ça, c'est le boulot qu'il est en train de faire. Il est sur le point de massacrer 30 personnes et il s'est rendu à la brigade de Zvornik ce jour-là. Et c'est à ce moment-là qu'il va chercher les patients de Milici. Et donc, Popović est un homme très occupé. Et la seule chose qu'il fait, eh bien, il tue des gens. Et Tolimir lui dit, eh bien, continue ton boulot, ou quelque chose de cet ordre. Et Tolimir est entièrement engagé là-dedans. Il est tout à fait au courant de cette opération. C'est précisément ce que Popović fait. Et il fait ce commentaire. Continue à faire ton boulot. Une contribution manifeste, encore une fois, de sa part. Au point 9, il faut continuer à cacher et à dissimuler les opérations de meurtre et poursuivre les meurtres. Ces meurtres tels qu'ils sont reprochés dans l'acte d'accusation à Snagovo et Nezouk, ces personnes qui sont faites prisonnières, qui sont tuées par les soldats qui se trouvent sur place. Aucune vraie raison pour croire que Tolimir était au courant de ces meurtres à un petit niveau, mais c'est une indication claire que l'opération de meurtre, eh bien, si elle peut se faire sans être poursuivie, eh bien, cela peut être fait ainsi. On atteste le meurtre de ces deux personnes. Les patients de Milici, 10 personnes qui ont été grièvement blessées. Si vous regardez les documents et voir comment ces personnes ont été transférées de Milici à l'hôpital de Zvornik et ensuite à la brigade de Zvornik et ensuite à Popović le 23, l'officier médical de l'état-major a été impliqué dans l'autorisation du transfert de ces personnes. Déplacer des personnes qui étaient grièvement blessées, qui avaient été auscultées dans 2 hôpitaux et qui était encore en vie le 23. Il ne s'agit là que d'une décision scandaleuse. Il devait certainement être au courant, ainsi comme l'a dit les survivants de la ferme de Branievo, ces 4 personnes qui avaient été aidées par des soldats serbes. On leur donnait une pomme et un soldat pour dire où était le front. Et ensuite, ils ont avoué avoir été aidés par ces 2 Serbes. Et Nikolic et Pandarevic a dit que ces 2 Serbes avaient été poursuivis pour avoir aidé l'ennemi. Et ils utilisent les déclarations de ces 4 types pour les poursuivre et les punir. Et ces 4 gars, nous disposons de leurs noms. Et ces hommes n'ont jamais été revus. Ils ont été tués. Et pour ce qui est du registre de cette affaire-là, ceci n'est pas... en réalité, le feu vert a été donné au plus haut niveau. Je ne sais pas s'il était au courant de cet incident-là, mais c'est le genre de choses... auquel se livrait son armée au cours de cette période. Alors les Scorpions étaient une unité qui travaillait main dans la main avec le MOUP à Ternevo. Le MOUP était placé sous le commandement de l'armée et le MOUP travaillait, et il travaillait avec le MOUP. Les Scorpions travaillaient avec le MOUP et Borovchanin en réalité. Et les victimes de Srebrenica ont été envoyées sur l'ensemble du territoire de la Bosnie et ensuite massacrées par le MOUP serbe qui se travaillait avec les forces de la VRS et de la RS. Impossible d'envoyer un nombre aussi important de gens à travers ce territoire pour qu'ils soient massacrés.
sur le territoire de la Republika de Krajina, la Republika Srpska, sans que Tolimir n'ait été au courant. Ils ont été massacrés par une unité étrangère. Monsieur Eldekin va parler de Palic. Les gens ont été tués dans les bois. Il existe un document à cet effet qui est particulièrement troublant, le P00755, qui est un rapport de combat régulier de Pušić, qui dit en somme qu'aujourd'hui, nous avons liquidé plusieurs musulmans et nous avons appris de ce qui suit et il indique l'endroit où ils se trouvaient et ce qu'ils faisaient. Ils ont clairement capturé ces personnes, obtenu des informations, et ensuite les ont massacrés et ont rapporté ceci le long de la chaîne de commandement jusqu'au corps de la Drina. Alors, pour parler d'impunité, c'est tout à fait ce genre de choses qui se produisaient et c'était un processus permanent et cela allait du corps de la Drina à l'état-major général. Donc, ce qui m'amène à la fin de mes 10 points cruciaux. Je pourrais parler encore d'autres questions et d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais je souhaitais vous faire une présentation de la manière la plus condensée possible, car ce sont des choses auxquelles j'ai réfléchi ces 10 dernières années et en y réfléchissant, n'oubliez pas, s'il vous plaît, que cette armée travaille conformément à la chaîne de commandement à la tête duquel se trouve Tolimir, qui est entièrement engagé, même depuis Gepa. Il est impliqué. Je pense qu'il est bien de faire une pause maintenant. Monsieur Van de Poel va venir. J'espère que j'aurai encore quelques minutes à la fin pour pouvoir conclure. Oh, peut-être que nous pourrions attendre le moment de la réplique que vous nous avez aimablement proposé, mais je propose que nous fassions une pause. Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur McCloskey. Nous allons faire notre première pause maintenant et nous reprendrons avec les arguments qui seront présentés par Monsieur Van den Poel après la pause à 16h05. Nous levons l'audience.